De retour, chers téléspectateurs, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous à ma droite Dr Cherif Amir, chercheur en géopolitique à l'Université de Paris. Bonsoir, Dr Cherif. Et également devant moi, Dr Farid Abdelaziz, qui est membre du groupe d'amitié France-Égypte. Bonsoir, docteur. Voilà, donc on a discuté avant d'être en direct de la visite du président russe Vladimir Poutine en Égypte, une visite d'un seul jour. On va commencer déjà par les relations égypto-russes qui datent depuis le 19e siècle, des relations assez solides, très solides aujourd'hui depuis au fait 2014, 2013, beaucoup de visites, huitième rencontre entre le président Al-Sisi et son homologue russe Vladimir Poutine, à part bien sûr les rencontres en marge des sommets et en marge de... Parlons donc, vous êtes chercheur, Dr Cherif, en géopolitique, on va donc parler d'un très bref aperçu sur les relations égypto-russes depuis 1970 environ. Oui. Bon, les relations entre les deux pays, elle est connue par l'intensité, c'est-à-dire que souvent l'Égypte, lorsqu'elle avait besoin d'un vrai ami, c'était souvent la Russie. Et l'histoire se répète, malgré les ruptures qui ont eu lieu de temps en temps. Par exemple, après la guerre d'octobre, il y avait après ça la rupture avec les experts soviétiques qui ont quitté l'Égypte. Mais voilà, on revient de nouveau dans une période de crise de l'Égypte en 2013. Lorsque le peuple égyptien se soulevait contre la dictature qui était imposée. Et à l'époque, c'était le maréchal Abdel Fattah el-Sisi, il a été accueilli par la Russie qui a offert l'expertise russe et l'aide russe militaire, parce que on sait très bien qu'à l'époque, l'administration Obama avait un peu ralenti les relations. Alors ça, l'histoire se répète. Avec le président Nasser, c'était pareil. C'était la même chose aussi. C'est que l'Égypte avait besoin d'un vrai ami pour lui fournir l'aide militaire nécessaire pour se défendre sa souveraineté et sa position dans la région. Et c'était à l'époque l'Union soviétique. L'importance de cette relation, c'est que la Russie comprend très bien la position de l'Égypte au Moyen-Orient. Ce n'est pas n'importe quel pays. Moscou sait très bien que le Caire est un pilier de la stabilité, pilier de la sécurité régionale, et c'est un pilier économique aussi. Bien sûr, le caractère du président russe Vladimir Poutine, qui est très charismatique et très influent, moi personnellement je l'admire beaucoup parce que ses positions, il a pu transformer son pays de la situation de détresse vers la situation de la prospérité actuelle. Et je crois que son homologue, le président Abdel Fattah el-Sisi, il est en train de faire la même chose. Il est en train de travailler, d'œuvrer sur le même parcours, sachant que les deux, ils ont déjà une carrière dans les renseignements. Alors, je trouve que les deux pays, ils savent très bien l'importance l'un de l'autre. Il n'y a pas une homogénéité. Par respect, bien sûr, avec la politique américaine, mais souvent, c'était le dernier mot, c'est à nous, à Washington. On s'impose, vous obéissez à ce que on vous dit. La relation avec la Russie, c'est le monde qui a plusieurs parties, plusieurs piliers. L'Égypte fait partie intégrale de la région du Moyen-Orient. La Russie respecte cela. La Russie ne veut pas devenir le policier du monde comme les Américains le voulaient. Vladimir Poutine l'avait exprimé. Il a dit « je ne cherche pas l'homogénéité ». Alors il y a un respect mutuel, il y a une compréhension de la situation d'Égypte. Il y a une confiance. Bien sûr, il y a une confiance parce que... moi, je l'avais dit dans plusieurs analyses, surtout dans la personnalité de Vladimir Poutine, le président russe, c'est qu'il est direct et clair. Il cherche l'intérêt de son pays, mais il construit des liens solides. C'est-à-dire, il ne fait pas sur des bases stratégiques solides. Voilà.
parlons par exemple hier, malgré tout ce qui s'est passé, il n'a pas pris la décision de faire revenir les touristes russes. Il était clair sur la question. Justement, j'allais juste poser la question au docteur. Voilà. Alors, bon, je vous laisse alors la réponse pour ça. Justement, ils ont parlé hier, docteur Farid Abdelaziz. Ils ont parlé tous les deux. Vladimir Poutine, il a salué et loué les efforts des autorités égyptiennes pour la sécurité de ces aéroports. Et il a aussi affirmé que c'était une question de quelques jours ou de quelques mois pour que finalement les vols russes reprennent en Égypte. Mais en tout, Vladimir Poutine a finalement salué et a bien sûr mis en relief, apparemment lors de leurs entretiens bilatéraux et non pas à la presse, les points forts de ces efforts qui sont effectués en fait ou déployés par les autorités sécuritaires en Égypte. Ça c'est juste... Il y a les communautés de touristes dans la Russie qui sont très intéressés au marché égyptien. Ils sont d'accord à commencer tout de suite. Il y avait des efforts pour juger la sécurité des aéroports égyptiens et ça passait il y a, je pense, 1 mois et demi déjà et ça a été parfait. Ils ont proposé leur rapport à l'administration là-bas. Pour l'instant, je pense que la décision elle est prise vers 6 semaines, 8 semaines pour récupérer le tourisme russe encore une fois. Il y a des étapes qui vont commencer dans 2 semaines ou bien 1 semaine même, on parle de ça, pour préparer, pour améliorer la situation et enfin tout ça. C'est vrai, la Russie, elle était toujours un bon ami, elle nous a aidé beaucoup quand on avait un problème pour le grand barrage dans le passé. C'est la Russie qui a pris un pas positif avec nous. Et puis maintenant, quand on a des ambitions pour avoir la puissance nucléaire pour produire de l'électricité, ils font exactement la même chose encore une fois. Il n'y aurait pas un autre pays qui aurait pris ce pas-là avec nous. Bien sûr, les relations sont des relations très solides, ce sont des relations que les 2 parties qui s'en profitent. Et nous sommes égales, malgré, nous ne sommes pas égales, mais quand même, dans la façon qu'on est ensemble, on se prend comme tête à tête. Égal. Il y a la dignité, il y a le respect, il y a tout ça. La Russie, ça ne cherche pas de faire des coups d'État, ça ne cherche pas de faire des problèmes pour les autres pays et tout ça. C'est un pays déterminé, c'est un pays... Définitivement, définitivement. Oui. Docteur Cherif, il y a l'accord... La phase finale, l'accord de la construction de la centrale nucléaire égyptienne par le ministre de l'électricité égyptien, Dr Mohamed Shekel, et le géant de Rosatom, a été signé finalement. Égypte, producteur d'électricité, et beaucoup d'autres détails concernant ce contrat final. Comment l'Occident, à votre avis, a-t-il réagi face à cette signature de cet accord? Avec beaucoup de calme, parce qu'ils savent que l'Égypte, c'est un pays intègre. Aucun pays a fait vraiment des commentaires, sauf que bien sûr, économiquement, il y avait des ambitions. Il y avait des ambitions chez les Français, par exemple, nos amis français, à un certain moment, parce qu'il y avait d'offres à un certain moment pour si l'Égypte accepte quelle offre. Mais nous, l'Égypte, on avait une seule crainte, un seul souci, c'est la sécurité totale du réacteur. Et l'offre, c'est devenu la Russie, parce qu'on a trouvé qu'ils ont fourni vraiment toutes les spécificités qu'on a demandées. Avec le respect avec tous les amis. Alors, c'est pour cela qu'il n'y avait pas de commentaires, parce qu'on a d'autres partenariats avec d'autres pays. Avec la France, on a d'autres relations sur le niveau militaire, économique. C'est-à-dire, l'Égypte a un équilibre de relations
C'est la raison pour laquelle il n'y avait pas vraiment ce souci chez l'Occident de l'Égypte qui devient un bastion russe. Non, ils savent qu'on a des relations avec l'Angleterre, avec l'Union européenne en général, l'Allemagne et tout l'investissement, les États-Unis. Et en même temps, on a des relations avec la Russie sur ce thème. Bien sûr, on verra alors avec le temps comment les Russes vont procéder dans cette aide de construction. Je suis très optimiste. Je trouve qu'on a bien choisi notre partenaire. Surtout sur les questions économiques, là, il y a toujours une intégrité du pays. Alors je crois que l'Occident... On parle d'un coût de 30 milliards de dollars. Oui. Selon la presse égyptienne, selon les sources de la presse égyptienne, écrites dans les journaux sur les sites. Un coût de 30 millions de dollars pour une centrale, pour le fonctionnement d'une centrale électrique. Ça pourrait aussi garder les yeux de la communauté internationale un peu braqués aussi sur l'Égypte. C'est pour cela, c'est bien fait d'avoir choisi une superpuissance comme la Russie. Comme ça sera, même s'ils ont les yeux braqués sur l'Égypte, et si jamais une administration d'un pays quelconque en Occident va essayer, par exemple, de soulever des problèmes sur cette question, elle aura vraiment de la difficulté à faire face à ces deux pays, l'Égypte et la Russie, en même temps. Parce que, permettez-moi de vous dire, par exemple, il y avait une offre qui a été faite par la Corée du Sud, par respect à la Corée du Sud. La puissance de la Russie fait un peu de recul. Pas tout le monde veut des problèmes ni avec l'Égypte ni avec... Surtout que la réputation de l'Égypte, que c'est pas un pays voyou, c'est un pays grand, stable, qui est maintenant un pilier de la sécurité. Après ce qu'on appelle le printemps arabe, c'est le seul pays stable, debout, capable à continuer à fonctionner comme un État souverain. Voilà. Docteur Farid, hier aussi, le président russe, lors de son entretien avec le président Al-Sisi, a parlé d'un renforcement des investissements russes en Égypte. Il a parlé d'un taux de 4 milliards de dollars d'échanges commerciaux entre la Russie et entre l'Égypte. Il a parlé aussi de la création de la zone industrielle russe dans la zone industrielle du canal de Suez. Oui, oui. La Russie regarde aussi les investissements. Dr Cherif, il a dit que c'est un pays aussi qui regarde ses propres intérêts, mais aussi qui prend en considération les intérêts communs, donc entre l'Égypte et entre la Russie. Que pensez-vous donc de ce projet de la création de cette zone industrielle russe chez nous, ici en Égypte, dans la zone industrielle du canal de Suez? Il y a un bon moment, mais maintenant je pense que c'est le temps de démarrer. Il y a plein d'industries que le pays a besoin, où la Russie a tout le technique pour l'avoir. Les facilités qui sont passées à l'est du canal de Suez sont très bonnes. Il y a des demandes pour ce genre d'industrie russe, pour l'Égypte et pour le Moyen-Orient. Avec l'Égypte, il a un accord avec les pays arabes détaxés, il a un accord avec les pays de Comissa détaxés. C'est une bonne chance aussi pour l'industrie russe, parce qu'elle peut facilement être dans plus que... Pour exposer ses produits au Moyen-Orient, en Afrique. Oui. Aussi, on a discuté d'avoir des usines pour les pièces détachées de produits nucléaires, qu'ils doivent les faire les Russes, parce que comme ça, les appareils là-bas, ils continuent à fonctionner. Et pour l'Occident, je ne pense pas que l'Occident il doit être très inquiet, parce que on essaye ici maintenant à avoir un plan géant pour être un centre d'énergie dans le monde. Le pays comme Qatar, qui ont des produits de gaz énormes, non, ils ne sont pas un centre. Mais nous sommes bien qualifiés à être un centre d'énergie, selon si c'est un gaz, ou bien c'est du pétrole, ou bien c'est de l'électricité, ou bien
n'importe quoi. Et faire l'exportation également pour les autres pays de la région et de l'Europe. D'accord. Docteur Cherif, hier, le président russe Vladimir Poutine a ajouté que l'Égypte obtiendra aussi les technologies les plus sûres et les technologies les plus récentes, et pas seulement cette centrale nucléaire qui devra être d'abord à l'ouest de la Libye. Quand on parle de technologies les plus sûres et les plus récentes, quel est le message derrière? Bien sûr, une coopération très solide, une profonde coopération dans ce domaine entre l'Égypte et la Russie. C'est pour couper la route à toute suspicion, à toute critique qui peuvent se soulever. Parce que, soyons francs, il y avait des gens qui ont dit à un certain moment comment on va assurer cette sécurité, il faut une expertise. Alors je crois qu'il a répondu, et ça vient de sa bouche lui-même, que c'est sûr et c'est sécurisé et c'est bien étudié. Ce n'est pas les Égyptiens qui l'ont dit, ce sont les Russes eux-mêmes qui l'ont dit. Ouais. Alors, et ça vient de la tête du sommet du pouvoir en plus. Le président lui-même. Bien sûr. Alors, c'est comme un tampon qu'on ne peut pas débattre sur cette question. Alors, c'est un message d'abord à la communauté internationale. C'est un message aussi à certains critiques qui peuvent se soulever de temps en temps ici à l'intérieur ou même en Russie sur cette question. C'est un message clair et je crois que c'était demandé aussi par le président Sisi, que ça vient de la part du président russe, que ça soit certifié de sa part. Et à mon avis, les Russes, ils ont intérêt à créer quelque chose de magnifique. Parce que leur contribution militaire en Syrie, c'était quelque chose de splendide. Maintenant, c'est leur expertise commerciale et énergétique qui va être mise en œuvre, qui va être testée. Alors, c'est le moment pour les Russes à montrer, comme ils ont montré avec le haut barrage, à montrer une autre fois leur supériorité. Une troisième fois. Voilà, une troisième fois, voilà, sur cette question. À mon avis, le choix, il était très bien étudié. Bien sûr, ça a pris 2 ans. Et ça montre que c'était pas prise, la décision n'était pas prise à la hâte comme ça. Il n'y avait pas d'émotion parce qu'on avait des problèmes avec les Américains. Alors on se dirige tout de suite automatiquement aux Russes. Non, on ne l'a pas fait comme ça. On l'a bien étudié et on croit que maintenant, c'est le moment de, comme vous voulez le dire, de démarrer. Il faut démarrer, il faut montrer au monde que maintenant, comme il y a la page de la série des conflits militaires qui se tourne un petit peu, maintenant, nous aussi, on va rédiger un nouveau chapitre de la relation prospère entre la Russie et l'Égypte. Un autre thème, Dr Farid. Je pense encore qu'il y a un message de confiance. Il y a confiance parce que la Russie ne va jamais passer les trucs modernes et tout ça pour un pays qui n'a pas confiance avec. Oui. Ils veulent dire que l'Égypte, c'est un pays qu'on a de très grande confiance avec. Et ça donne un message que ça ne va pas terminer là. Il y a un crédit pour beaucoup de choses dans le futur. Un genre d'alliance ensemble qui va augmenter dans des niveaux beaucoup plus que ça. C'est une très bonne base pour nous et je pense que les Russes sont bien contents de rentrer encore une fois dans le Moyen-Orient et avoir des bases et avoir des relations solides avec beaucoup de pays importants et faire des plans pour le futur et tout ça, c'est une très bonne connexion ensemble. Dr Cherif, avant de parler de la réduction des troupes russes en Syrie, je voudrais, pour en finir avec l'entretien bilatéral entre le président Al-Sisi et Vladimir Poutine, hier ils se sont mis d'accord aussi à approfondir de plus la coopération en matière de renseignement. Cela reflète bien sûr le rapprochement des points de vue envers plusieurs dossiers régionaux qui sont toujours à la une en fait sur la scène régionale et internationale, un renforcement des renseignements. On parle plutôt Syrie et on parle aussi Libye. Ça nous reprend encore une fois en Syrie. Vladimir Poutine, ce qu'il a fait hier, en surprise, Syrie, puis Égypte, puis Turquie.
Qu'est-ce qu'il a fait en Syrie? Il a vu Bachar el-Assad, il a décidé, il a annoncé là-bas une réduction significative de ses troupes russes. Il a laissé les troupes sur les deux principales bases, justement, puisqu'on parle d'intérêt stratégique, la base navale et la base aérienne de Hamaïmem et la base de Tartous. Et Tartous, bien sûr, intérêt de la Russie. Vos explications, puisque vous êtes chercheur en géopolitique, vos explications géopolitiques, docteur Cherif. Alors, bien sûr, comme je viens de dire, c'était la clôture d'un chapitre. La Russie, maintenant, Vladimir Poutine, il a signé. Il a fait l'intervention militaire en septembre 2015. Et moi, je souligne une chose, que c'est grâce à cette intervention en Syrie, à l'époque, le président Bachar el-Assad contrôlait uniquement 20% de son territoire. Actuellement, c'est presque 100%. Bon, il y a quelques poches qui sont encore entre les mains des Kurdes et tout. Bon. Mais pour l'instant, il a fait un travail extraordinaire, qu'il a combattu le terrorisme là-bas de Daesh avec un main de fer. Alors, hier, c'était la clôture de ce chapitre. Bien sûr, c'est une réduction, vous aviez bien dit ou précisé, c'est une réduction des troupes et non pas un retrait. Bien sûr, Vladimir Poutine, lorsqu'il a effectué cette visite, d'abord, c'est le premier chef d'État qui visite la Syrie depuis 2011, depuis le conflit. Ça, c'est la première fois. C'est ce qui est significatif. Deuxième chose, ça montre qu'il a osé mettre le pied là-bas. Donald Trump, Barack Obama, aucun chef d'État occidental n'a pu mettre le pied là-bas. C'est le premier qui l'a fait et ça montre qu'il a bien fait. C'est-à-dire, je me souviens par exemple, après la guerre de l'Irak, George Bush, il a donné son allocation, mission accomplished, c'était sur un porte-avions, c'était pas à Bagdad même. Alors lui, il l'a fait en Syrie. Je crois que le message, c'est que l'Égypte est... Là, je vais parler vraiment de dessous des cartes. On souffre actuellement, surtout après le tragique événement à la mosquée de Roda à Beer el-Abd, qui a effectivement des éléments terroristes qui ont pu être infiltrés dans le territoire du Sinaï. On sait que c'est une guerre de renseignement. Et la guerre de renseignement, c'est la plus dure. C'est plus dur que la guerre de l'information ou la guerre militaire. C'est une guerre qui est menée par des éléments qui sont toujours implicites et qui sont nombreux. Alors, je crois que le président Sisi, il a dit hier, il a dit qu'ils ont quitté les éléments terroristes, ils ont quitté des pays et sont venus faire des problèmes dans d'autres pays. Je crois, et je suis sûr, il voulait dire que c'est ici. Parce que si on étudie la carte géographique, la Libye, elle est trop loin pour eux. Les Européens, ils ont regretté ce qu'ils ont fait avec Kadhafi. Ils ne veulent plus de problèmes sur leur porte avec la migration. Alors, ils ne vont pas permettre à Daesh d'arriver là-bas. N'oublions pas une chose, que lorsque Raqqa a été libéré, lorsque Mossoul a été libéré, il y avait les terroristes menés dans des bus. Ils étaient infiltrés, ils ont quitté les territoires avant que les Russes interviennent. Et après ça, les Russes, alors, ils ne se sont pas vaporisés, ils sont quelque part. S'ils ne sont pas en Syrie, ils ne sont pas en Irak. Et là, on a commencé à voir des opérations très sophistiquées au nord du Sinaï. Alors, je crois que maintenant, la coopération, c'est entre l'Égypte et la Russie sur cette question. Ils ont l'expertise, ils viennent de terminer leur boulot là-bas en Syrie et c'est très bien fait. Je crois que c'est la deuxième station. La deuxième station, c'est l'Égypte et je crois que c'est le piège de Daesh maintenant parce qu'ils sont tombés ici dans les mains de deux forces principales, l'Égypte et la Russie. Les architectes de la géopolitique. Bien sûr, et surtout la maîtrise ils ont les Égyptiens, on a l'atout militaire, on sait utiliser nos équipements
par respect à plusieurs pays dans la région, ils ne savent pas vraiment l'expertise. Nous avons les meilleurs militaires, les meilleurs commandos à mener ces guerres. Et on a offert beaucoup de sacrifices. C'est pour cela, je crois que les Russes, ils ont osé maintenant à venir et dire, bon, on va terminer le boulot ensemble, parce que vous avez aussi la main-d'œuvre, vous avez la capacité humaine à travailler avec nous. La guerre est une guerre de renseignement, elle sera dure. Ce que le président Sisi a dit hier, il ne voulait pas effrayer les gens, mais c'était un message clair au peuple égyptien surtout, que, attention, il y a une nouvelle phase. Je me souviens, après l'événement tragique à la mosquée, le président Sisi il a dit on va utiliser la force brutale. Oui. Et tout le monde a dit mais qu'est-ce que c'est la force brutale? Il a répété après aussi dans une deuxième allocation. Je crois que c'est ça la réponse maintenant. Docteur Farid, le président Al-Sisi, depuis le premier attentat sur le sol égyptien, il a dit que la guerre contre le terrorisme était déterminée. Il a dit qu'elle est longue, mais déterminée. Oui, bien sûr, parce que dans un moment, on ne sait pas qui est l'ennemi. Il y avait plein d'ennemis, il y avait plein de pays qui s'intéressent à nous faire des problèmes. Il y avait Qatar, il y avait la Turquie, il y avait des autres, définitivement. Et c'était un seul but. L'Égypte ne doit pas être stable, l'Égypte ne doit pas être riche, l'Égypte ne doit pas être améliorée, développée, et tout ça. Le président russe, je pense que quand il a quitté avec ses troupes de la Syrie, il voudrait donner un message très important pour les Américains. Les Américains, souvent, quand ils commencent à faire une guerre dans un pays, et c'est terminé, ils restent. Comme c'est arrivé à Afghanistan, comme c'était arrivé à Irak, ils restent. Mais mission accomplished, mais puisque c'est comme ça, pourquoi vous n'avez pas parti? Mais le Poutine, il veut montrer qu'on peut y aller pour faire un boulot. Une fois c'est fait, on part. Ce n'est pas une occupation comme ça arrive avec les autres. Et c'est pour ça qu'il a décidé de prendre les parties de l'armée russe qui rentrent en Russie et en même temps garder la présence à la Syrie. Alors dans ce cas-là, il n'y aura pas un autre coup de Daesh ou quelque chose pareil, ou bien il n'y aura pas d'intérêt d'un autre pays pour faire des problèmes pour la Syrie. D'accord. Je vais revenir justement avec Dr Cherif sur ces deux points et avec vous aussi, Dr Farid. Pourquoi a-t-il gardé surtout les deux bases navales et aériennes et Tartous surtout Chers téléspectateurs, je vous invite pour suivre un dernier compte-rendu toujours de nos collègues Aya Chel et Sarah Marabi, en suivant bien sûr en détail ce qui s'est passé hier à New York, à Manhattan, encore une fois. Un acte terroriste selon les États-Unis. C'est là où l'explosion qui a été présentée comme une tentative d'attaque terroriste qui s'est produite donc hier sur l'île de Manhattan. Au terminal de la gare routière de Port Authority, la police a arrêté un suspect qui lui a été blessé et trois autres passants par un engin explosif. Suivant ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, qu'est-ce qu'a fait la police américaine? Est-ce que c'est un attentat terroriste ou pas? Les détails avec Ayachel et Sarah Marabi. Et on revient de suite. Une bombe artisanale a explosé dans un tunnel de correspondance près de Times Square dans le centre de New York, faisant 3 blessés. L'engin explosif était accroché à un homme grièvement blessé qui a été arrêté. C'est une tentative d'attentat terroriste, a déclaré le maire de New York peu de temps après l'explosion. Le maire a dit que le suspect avait apparemment agi seul. Le suspect est un homme âgé de 27 ans, identifié comme Aqaïd Ullah, indique le chef de la police new-yorkaise. Plusieurs médias new-yorkais affirmaient qu'il était originaire du Bangladesh, d'où il serait arrivé il y a 7 ans. L'incident intervient à l'approche des fêtes de fin d'année qui attirent des centaines de milliers de touristes dans la ville la plus peuplée des États-Unis. Times Square est un point particulièrement sensible où près d'un million de personnes se retrouvent chaque année pour marquer le passage à la nouvelle année. New York est considéré comme une cible privilégiée des mouvements terroristes et fait l'objet d'une surveillance particulièrement étroite, avec des milliers de policiers en uniforme et en civil déployés en permanence dans de nombreux lieux touristiques.
L'attentat de lundi intervient moins de 6 semaines après un attentat mortel au sud de Manhattan le 31 octobre dernier, le jour de Halloween. Une attaque au camion bélier avait fait 8 morts et 12 blessés, constituant le premier attentat mortel à New York depuis les attentats du 11 septembre 2011. De retour, chers téléspectateurs. Donc, on parlait, docteur Cherif, du retrait des troupes russes. Pourquoi Vladimir Poutine a-t-il surtout gardé les deux bases aériennes et navales de Hamamim et Tartus en Syrie? Il était clair, il l'avait dit. Il a dit, écoutez, si jamais les terroristes vont lever la tête une autre fois, ils vont voir une réponse militaire écrasante jamais vue. Une force de feu qui n'ont pas. Vous parlez de terroristes sur le territoire syrien. Oui, voilà. Alors, il parlait de cette présence qui est, bon, on peut dire symbolique, mais bon, je crois que ce sont des forces d'élite en plus. Aujourd'hui même, il y a eu des forces qui sont rentrées à Moscou, et ça a été bien sûr couvert par les médias russes. Mais en même temps, il y a des forces, je crois que c'est des forces élites qui sont là-bas. Il n'est pas naïf, il sait ce qu'il fait. Il ne va pas bien sûr faire le retrait de toutes ces cartes du jeu comme ça tout de suite. Il sait le message qu'il fallait dire, il fallait donner devant les médias. Il fallait donner ça comme assurance à la communauté internationale et montrer la bonne volonté, la bonne foi. Mais en même temps, il sait très bien qu'à un certain moment, ces bases même, s'il y a des troupes minimes comme ça, ils peuvent être la cible tout de suite de n'importe quelle agression. Alors, il n'est pas naïf et c'est ce qu'il fait. Je crois qu'il contrôle encore les zones aériennes. Il sait très bien ça. Je me souviens, certains généraux de l'armée de l'air israélien qui ont dit depuis 1967, on avait l'espace aérien libre pour nous en Liban et en Syrie. Depuis 2015, ils ont dit, on doit avoir la permission de la Russie parce qu'on ne sait pas les S-400 quand est-ce qu'ils vont être déployés, quand est-ce qu'ils vont être utilisés. C'est la roulette russe qui se passe maintenant parce qu'ils font ces manœuvres à bombarder des zones en Syrie. Donc je crois qu'il va garder ça d'abord, la couverture aérienne, ça c'est sûr. Il y a aussi les bateaux dans la Méditerranée, les frégates dans la mer Noire. Alors je crois... Justement, hier, ils ont mis, encore une fois, ils ont fait la lumière sur la sécurité de la Méditerranée, les deux présidents russes. Parce que dans le temps, la Russie n'avait pas d'accès pour le Méditerranée. C'était un genre de lac américain et tout ça. Mais maintenant, il a une présence, ça c'est une stratégie de priorité que les forces russes, ils ont l'accès pour la Méditerranée. Ça, c'est d'un point. Il y a un autre point. Pourquoi la guerre de la Syrie elle a déjà commencé? C'était toujours la guerre de pétrole. Il y a toujours le gaz de Qatar. Il voulait le passer par la Syrie et puis après ça, il le passe pour l'Europe. Alors comme ça, l'Europe, il va trouver un moyen de trouver le gaz et elle va arrêter de consommer le gaz russe. Et dans ce cas-là, la Russie elle aura un grand problème parce que l'exportation du gaz, elle représente 48% des intérêts russes. Oui. Alors, s'ils vont terminer Daesh et puis ils vont entrer à Moscou, après ça, après un moment, il y aura une autre Daesh qui va faire la même chose encore une fois, toujours pour avoir des tuyaux de pétrole jusqu'à la Syrie pour partir en Europe. Alors, les bases, ça doit rester là-bas pour être sûr que... Pour la sécurité... sécurité ou l'intérêt commercial, disons, à la fin, et en même temps pour l'existence dans la mer Méditerranée. C'est quelque chose de très, très stratégique pour la Russie, aussi bien que pour l'Égypte aussi. Oui, il a mis le pied dans la région et c'est pas facile qu'il va faire un retrait. C'est simple comme ça. Pas de retrait. Une question qui est un peu loin de la visite de Poutine, en fait. Pourquoi Poutine, ou pas pourquoi bien sûr, mais comment vous expliquez
sa journée hier à Syrie, Égypte, Turquie. De votre point de vue, bien sûr. C'est une visite diplomatique entre un président et un président, mais de votre point de vue en tant que chercheur en géopolitique. C'est une visite entre les contradictions d'abord, parce que l'Égypte et la Turquie ne s'entendent pas du tout. On commence à être... pourquoi le ministre des Affaires étrangères, il s'envole aujourd'hui en Turquie? Moi je trouve que... Ça va prendre un peu de temps. On va en parler, parce que je laisse docteur... Il a beaucoup à dire, docteur. Je trouve que la rhétorique de Recep Tayyip Erdogan doit changer explicitement, comme il nous a agressés verbalement explicitement. Il doit, s'il veut réconcilier, à faire la même chose. On n'est pas, à moins que la Russie, lorsqu'il a offert ses excuses aux Russes, lorsqu'il a fait la bêtise d'abattre leur Sukhoi, l'avion de chasse, il nous a agressés plusieurs fois. Il a appelé notre président du dictateur, sachant que c'est lui qui met tout le monde en prison. Alors, je crois qu'il a la responsabilité maintenant de prendre l'initiative claire. Je souligne claire et explicite. Et d'abord, nous livrer aussi les éléments terroristes qu'il garde chez lui. On a plusieurs, par exemple, les chaînes des frères musulmans qui sont là-bas, qui nous insultent. Les frères. Les frères, d'accord. Moi, je prends les termes académiques en plus. Regardez, ils sont toujours là-bas. Pourquoi ils ne ferment pas? Ils ferment beaucoup des journaux lorsqu'ils les critiquent. Mais ferment alors, si tu veux. On parle plutôt de Poutine, une visite... Voilà. Poutine, il a une vision claire. C'est que maintenant... il ne faut pas que l'OTAN s'approche de ses frontières. Ouais. Alors il sécurise cette région avec la Turquie, avec l'Égypte, et maintenant c'est la Syrie. Et on sait très bien que la Russie est un joueur très important dans ce jeu d'échecs dans la région. Il y avait par exemple la visite du roi Salman de l'Arabie Saoudite à Moscou. Et le lendemain, Poutine était à Téhéran rencontrer Ayatollah Khamenei. Alors, ce n'est pas la contradiction au propre sens du mot, sauf que il mène bien le jeu clairement et il le dit, j'assume la responsabilité en tant que président de la Russie. Où est-ce que les intérêts de la Russie existent? Je serai là-bas. D'accord. Très brièvement, Dr Farid, parce que malheureusement le temps d'émission... La visite, elle était essentiellement pour l'Égypte, parce qu'il y a plusieurs points à discuter. L'Égypte et la Russie, ils ont signé la semaine passée un accord pour utiliser leur base militaire. Ça, c'est nouveau. Alors, ça, c'est un point d'importance pour la Russie. Ça doit être discuté. À part que le projet nucléaire, à part que les autres choses. En passant pour l'Égypte, il peut définitivement passer par la Syrie pour montrer qu'on ne va pas rester là-bas, nous ne sommes pas des occupants et tout ça. D'accord, on en parlera une prochaine fois puisqu'on n'a pas toujours évoqué le dossier libyen, les points de vue égyptiens et russes au dossier libyen et vis-à-vis aussi de la cause palestinienne. En tout cas, malheureusement, notre temps est terminé. Je tiens à remercier Dr Cherif Amir, vous êtes chercheur en géopolitique à l'Université de Paris. Merci. Merci. Et Dr Farid Abdelaziz, vous êtes membre du groupe d'amitié France-Égypte. Merci à vous. Merci beaucoup. Fin de cette émission de direct. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain avec une nouvelle équipe, moi-même demain, et une nouvelle édition de direct. Très bonne fin de soirée à tous. Au revoir.